Bonjour et bienvenue dans Celle qui rêve de devenir écrivain. Tout d'abord, je tenais à revenir sur le principe de base de ce podcast, des enregistrements spontanés autour de réflexions qui m'animent en rapport avec l'écriture. Ce qui fait que bien souvent, je réfléchis en même temps que je vous parle. Si cela apporte une certaine fraîcheur, cela m'amène parfois, même souvent, à avoir du mal à saisir une idée, à des incohérences ou à exprimer parfois certains préjugés. Alors j'espère ne blesser personne avec mes propos et si c'est le cas, je m'en excuse. Avec ce podcast, j'essaie vraiment de vous transmettre le cheminement de ma pensée et de ma réflexion dans toute sa complexité et ses contradictions. S'il fallait que je prépare mes enregistrements à l'avance, ils seraient bien moins naturels et je pense que je perdrais peut-être un peu l'essence de ce projet. C'est pourquoi je procède de cette façon. Pour en revenir à l'épisode du jour, aujourd'hui, je vous parle de mon parcours professionnel, de cinéma, de journalisme, de voyage, de deadline, de la réunion, d'écriture audiovisuelle, d'histoire, du terme ça et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le dimanche 26 juin 2022. Ça fait des années que je me cherche professionnellement parlant, que je vais tester plein de voies différentes. Enfin, j'ai commencé en faisant des études de cinéma parce que ma problématique, ça a toujours été, non pas que j'avais pas d'idées et pas d'envie, mais ça a toujours été l'inverse. C'est que moi, j'avais plein d'idées et plein d'envies et trop. Donc j'ai commencé à faire des études de cinéma en me disant que au moins dans ce secteur, il y aurait forcément un boulot qui finirait par m'attirer plus qu'un autre parce que il y avait beaucoup de choses qui étaient susceptibles de m'intéresser. Bon, à la base, je voulais vraiment devenir scénariste et réalisatrice, mais pourquoi pas comédienne, photographe de plateau, réalisatrice de making-of, assistante réalisateur, chargée de casting, caméraman. Il y avait énormément de boulot dans ce secteur qui pouvait m'intéresser. Donc c'était assez large. En plus, j'ai fait des études à la fac, donc ça restait très très généraliste, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Bon, ça m'a quand même permis de réaliser plusieurs courts-métrages très mauvais par ailleurs, mais qui m'ont appris plein de choses, donc c'est ça qui compte, c'est ça que je retiens. Ça m'a quand même orientée dans une voie, ça m'a permis de travailler quelques années dans le cinéma en tant que chargée de casting surtout, je m'occupais beaucoup de la figuration. J'ai aussi été assistante réalisateur. Bon, ça me convenait pas totalement parce que j'arrivais pas à gérer les grosses périodes de creux pendant lesquelles je travaillais pas, où j'aurais pu en profiter pour écrire, mais j'arrivais pas à écrire parce que je me sentais vide, parce que justement c'était trop creux, et les grosses périodes d'activité où j'avais plus le temps de rien, quoi. Et donc notamment absolument pas d'écrire. Donc ça, j'arrivais pas du tout à gérer ces montagnes russes. Et puis à un moment, ça s'est épuisé puisque j'avais pas un énorme réseau. Il a suffi que je dise non une fois à un contrat parce que j'étais déjà en train de travailler sur un autre contrat pour que la personne qui me faisait le plus travailler ne me rappelle plus. Et donc, du coup, je n'ai plus de travail dans le cinéma. Je suis restée 10 mois sans activité. C'était assez dur. Donc, ça n'allait pas non plus. En plus, je pensais pouvoir profiter de ce temps-là pour écrire. Et je n'ai pas écrit une ligne, ou très peu. En tous les cas, c'était pas concluant. J'arrivais pas. C'est là que j'ai cherché un peu des formations pour me réorienter. J'ai trouvé une formation de journaliste reporter d'images. Et là, j'ai eu l'impression que c'était la révélation, que j'avais enfin trouvé ma vocation. Parce que finalement, journaliste reporter d'images, c'est comme un mini-réalisateur, On gère un sujet de A à Z. Alors, c'est des petits sujets sur le réel, mais en même temps, on fait tout seul. Limite, on choisit le sujet, on choisit notre angle, on organise, on va à la rencontre des gens, on fait notre interview, on tourne les images qu'on veut, on fait le montage, on écrit les commentaires, on pose notre voix, et tout ça jusqu'à la diffusion à la télé. Donc c'est quand même un petit travail de réalisateur. Même si c'est un mini-réalisateur, ça se rapprochait plus de ce que j'avais envie de faire. Donc je pensais que ça y est, j'avais trouvé ma voie, j'étais absolument passionnée. La formation a été hyper ressourçante pour moi, j'étais hyper enthousiaste. Et donc j'étais repartie dans une nouvelle dynamique. J'ai fait des stages dans différentes télés locales, ça me plaisait toujours autant, j'apprenais plein de choses, c'était hyper stimulant, vraiment. Et puis à la suite de mes stages, j'ai fini par être embauchée dans une télévision locale, dans laquelle je suis restée, je crois, je me souviens plus trop mon premier contrat, mais c'était pas tout à fait un an. Et quand ça s'est terminé, je me suis dit, en fait, j'ai toujours rêvé de partir en voyage. J'ai jamais osé franchir le pas parce que j'avais peur et puis j'attendais de trouver une personne avec qui partir en voyage. Bon, là, il s'avère que je trouvais quelqu'un qui était prêt à partir en voyage avec moi. Moi, je savais à présent me servir d'une caméra et faire du montage. J'avais pas envie de partir pour partir. J'avais envie de partir avec un projet professionnel pour que ça donne un but à mon voyage. Et donc, je suis partie en Inde. Bon, finalement, l'amie avec qui je devais partir n'a pas pu venir avec moi. Et donc, je suis partie toute seule avec l'idée de réaliser un documentaire sur les rites amoureux de cette tribu
que j'évoque dans mon premier roman, L'Inde de Suraj. J'ai réalisé mon documentaire. C'était un petit peu dur parce qu'à côté, j'étais pas financée en fait. Donc à côté, il fallait quand même que je travaille pour pouvoir gagner ma vie et pour financer ce documentaire, acheter le matériel de tournage, payer mes voyages, parce que je suis allée 2 fois en Inde pour faire ce film. Bon, j'étais quand même accompagnée avec une résidence affiliée au Festival du Grand Bivouac, qui est un gros festival de voyage à Albertville qui a lieu chaque année depuis 20 ans. On était une dizaine de jeunes à avoir été sélectionnés dans cette résidence, une dizaine de jeunes qui avions tous un projet de voyage avec projet de restitution de notre voyage. Donc ça pouvait être des photos, un magazine, roman, enfin tout type de projet qu'il y ait voyage et créativité autour d'un voyage. Les sessions de formation que j'ai fait avec ce groupe-là étaient hyper stimulantes parce qu'on avait tous des projets différents, mais on était tous des créatifs en fait, qui partagions les mêmes envies, les mêmes envies de voyage. Aussi, moi je pense que c'est le fait d'avoir été accompagnée par cette résidence qui fait que je suis allée jusqu'au bout de mon projet. Parce qu'à un moment, ils ont décidé qu'ils allaient le diffuser au prochain festival du Grand Bivouac, et donc j'avais une deadline. Et à partir du moment où j'ai eu la deadline, je me suis mise à faire le montage et à travailler des journées complètes sur mon montage pendant des heures et des heures. Ça m'a donné un coup de fouet. Et donc je suis allée jusqu'au bout de ce film parce qu'il fallait qu'il soit prêt à être diffusé pour une date spécifique. Des fois, c'est bien d'avoir une deadline. C'est aussi pour ça, à mon avis, que je traîne avec l'Inde de Suraj, parce que j'ai pas de deadline. C'est pas que c'est pas ma priorité, mais bon, disons que entre mon travail qui me prend tout mon temps et toute mon énergie, et puis le quotidien où j'essaye quand même au jour le jour d'être bien dans ma vie, et puis l'écriture que je fais quand même, ma séance que je garde quand même tous les matins, j'arrive à tirer sur ces journées hyper chargées au moins 1 heure, des fois 1h30 d'écriture, c'est ce qui est quand même pas mal. Et puis les week-ends, déjà je travaille un samedi sur 2, alors je le récupère, certes, mais bon, ça m'arrive aussi de sortir toujours un peu. Le lendemain, je vais pas là où je suis la plus efficace, quoi, mais en même temps j'ai besoin aussi de voir du monde. C'est compliqué, je trouve, de gérer tout ça de front, avec une activité professionnelle à plein temps qui prend tout notre temps et toute notre énergie, quoi. J'ai fini par aller jusqu'au bout de ce projet, mais le fait d'avoir été jusqu'au bout, mais je crois que j'en ai déjà parlé ici, ça m'a prouvé que j'étais capable de mener à bien un projet. Que j'étais pas quelqu'un qui, éternellement, ne finirait pas les choses. C'est ce qui a fait que je me suis lancée dans l'écriture. Parce que jusqu'à présent, je pensais que, déjà, je finissais jamais ce que je commençais à écrire. Et puis, je pensais que j'en étais pas capable. Le fait d'avoir réalisé ce film, dont je suis encore fière aujourd'hui, alors que ça fait plus de 6 ans que je l'ai terminé, m'a prouvé que j'étais capable de réaliser des choses et qu'à partir du moment où je prenais la décision de faire quelque chose, je pouvais aller jusqu'au bout. Je pouvais aller jusqu'au bout et même que ça pouvait être bien. Donc ça, c'était quand même une sacrée reprise de confiance en moi. Après, j'ai recommencé à travailler en tant que journaliste reporter d'images. Toujours dans la même télé, mais sauf que c'était plus le même rédacteur en chef. Je me suis pas trop entendue avec celui qui l'a remplacé. Le boulot me plaisait beaucoup moins d'un coup, parce que j'avais l'impression que ça me prenait toute mon énergie et que du coup ça me laissait plus de temps de faire mes projets perso à côté. J'ai eu envie d'un changement de vie, et là j'ai un ami qui m'a proposé de venir le rejoindre à La Réunion pour créer un projet de vie ensemble. On avait un peu la même vision du monde tous les deux, la même vision aussi de notre envie d'être au monde. Bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai passé 3 mois à La Réunion qui n'ont été qu'une série d'emmerdes incommensurables. Ça ne m'était jamais arrivé de traverser une telle période de tempête. Donc je suis revenue un peu en miettes en France et depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus pris de risques. La seule chose que j'ai faite depuis, c'est que je me suis mise à écrire. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais accumulé de l'expérience, des moments de vie un peu trop intensément, et que quand je suis revenue de La Réunion un peu cassée là, il fallait enfin que je prenne du temps pour digérer tout ça, puis que j'étais du coup capable d'être un peu en retrait du monde et de la vie, je sais pas comment dire, mais il y a un peu un truc comme ça. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture de l'Inde de Suraj. Quand j'ai terminé mon dernier contrat en tant que JRI, j'ai voulu consacrer tout mon temps à l'écriture. J'ai profité un peu de mon chômage pour écrire. Il se trouve qu'au lieu d'écrire 8 heures par jour, comme j'avais prévu de le faire, j'écrivais 2, 3, des fois 4 heures, mais c'était très rare par jour. J'ai un peu profité de la vie à ce moment-là. Voilà, je vivais dans un lieu magnifique, dans une grosse coloc où on était 15. J'aimais avoir mon temps d'écriture pour moi le matin, mais j'avais aussi envie de profiter du lieu, des personnes de mes colocs qui étaient là, de faire du sport, de m'occuper de mon bien-être, enfin tout ça quoi.
À un moment, il a bien fallu que je retravaille. Journaliste reporter d'image, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que j'avais envie de faire. Je pensais du coup m'orienter plus vers la vidéo artistique. J'avais envie d'avoir plus de temps de tourner mes images, de faire mes reportages. Donc je voulais être plus dans un côté au long cours, magazine. Je voulais vraiment m'orienter en tant que cadreuse-monteuse, vidéaste, plutôt que journaliste reporter d'image, où finalement la qualité des images ne compte pas tant que ça. Ce qui compte, c'est surtout l'histoire qu'on va raconter. Et faut être efficace. Et moi, ça me correspondait pas trop. C'était aussi une source de stress permanente parce que j'ai un petit peu besoin de savoir à quoi m'attendre. Et en journalisme, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors, c'est un côté très sympathique. Hein. C'est bien de pouvoir découvrir tous les jours. Mais ça a aussi un côté assez stressant. Et à la longue, c'est usant. Et donc, je me suis orientée là-dedans. Et puis, en fait, aujourd'hui, le métier que je fais ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Parce que je me retrouve à faire du journalisme alors que je ne voulais plus en faire. Il faut aller vite, on n'a pas le temps de faire les choses. Et puis surtout, ça me bouffe tout mon temps, toute mon énergie. Et non, je veux pas. Aujourd'hui, je me dis que je vais peut-être pas continuer dans cet emploi. Et si je continue pas, je fais quoi ? L'auto-édition vient se positionner là-dedans. Parce que, bon, l'année dernière, j'avais essayé de monter mon auto-entreprise dans la vidéo. Mais franchement, j'avais plutôt l'impression de faire ça juste pour gagner des sous, alors que ça ne me motivait pas du tout. Quand on n'est pas motivé par quelque chose, c'est très très compliqué de se bouger, c'est très compliqué de trouver du temps et de l'énergie, et finalement on n'avance pas. Alors ça me donnait la bonne excuse devant mes proches ou devant mon entourage de dire oui, je monte mon auto-entreprise pour pouvoir écrire à côté, mais bon, même moi je culpabilisais un peu si je travaillais pas assez dans cette auto-entreprise, que j'essayais pas de trouver des contrats, sauf que tout me faisait peur, que j'avais envie de rien faire, c'était pas fait pour moi. Aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin, je sais que je peux pas travailler en solitaire tout le temps. Il faut que je travaille en équipe, mais ne serait-ce que 2 personnes. Donc je pourrais pas faire de l'écriture à plein temps parce que c'est un travail en solitaire toute seule dans mon coin. Et ça franchement, je sais que je ne supporterai pas. Si j'ai un coach éditorial par contre, d'un coup, on travaille à 2. Ça change un petit peu la donne. Puis d'un autre côté, ça peut m'aider à me rapprocher de la voie où je vais aller. Là en ce moment, je suis en train d'écrire le scénario de l'Inde de Souraj. C'est une manière différente de retravailler mon texte, mais c'est aussi parce que j'ai envie de faire un film de ce roman. J'aimerais beaucoup publier l'Inde de Souraj et ensuite réaliser le film. C'est un film totalement produisible, dans le sens que c'est pas un gros budget. Je pourrais trouver éventuellement une boîte de production intéressée. J'ai vu qu'il y avait plein de concours de scénarios. Pourquoi pas tenter ? Parce que c'est bien beau d'écrire tout seul dans son coin, mais bon, personne m'attend. Il se passe rien et en attendant, la vie, elle défile. Et puis, j'ai toujours pas réalisé mes rêves. J'ai fait toujours pas ma vocation. Parce que moi, ma vocation, c'est vraiment de raconter des histoires. Peu importe en fait les manières dont je les raconte, que ce soit en roman, en scénario, en film, j'aime les histoires sous toutes leurs formes. Mais même en podcast en fait, par exemple, vous suivez un personnage dans ses tribulations quotidiennes, qui a un objectif et qui essaye d'atteindre son objectif et qui est confronté à plein d'obstacles. C'est la base même de l'histoire. J'espère qu'il y aura une conclusion heureuse à tout cela, mais j'en sais rien. Ma vie professionnelle est très liée à l'écriture et il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir combiner tout ça. Et j'aimerais pouvoir m'entourer. Parce que je pense aussi que quand on écrit, c'est bien de s'entourer de personnes qui écrivent aussi de manière sérieuse. Et je me dis que l'auto-édition, c'est peut-être plus fait pour moi que ce que j'imagine. Et en plus de ça, cette communauté-là du chat de l'écrivain, c'est des gens un peu plus âgés, parce que moi, jusqu'à présent, les auteurs édités que je suivais ou dont j'avais entendu parler, c'était plutôt des très jeunes. Le fait que celle qui mène un peu la barque, que ce soit une femme un peu plus âgée, avec plus d'expérience, qui est déjà passée par l'édition traditionnelle, qui a un vrai regard, puis qui a une vraie réflexion autour de l'auto-édition, ça me parle beaucoup plus, tout simplement. Qui voit ça comme quelque chose d'entrepreneurial, en fait, comme une aventure entrepreneuriale. Après, faut pas que ça soit que de l'entrepreneuriat. Par exemple, me forcer à écrire dans un seul style parce que ça se vend mieux si on peut m'étiqueter, non, j'ai pas envie de me plier à ça. L'avantage de l'écriture, c'est quand même d'être assez libre dans sa manière de raconter les choses. Moi, j'adore lire des romans qui me surprennent et qui répondent pas forcément au canon de la dramaturgie, mais qui fonctionnent quand même. Et puis, on peut aimer un livre parce que la poésie du texte est magnifique. Là, dernièrement, j'ai lu Première neige à Pondichéry. Alors, j'ai pas tout compris, d'Hubert Haddad, publié aux éditions Zulma.
Par contre, j'ai été complètement séduite et emballée par la beauté de la langue. Et puis en plus de ça, je me suis carrément retrouvée dans ce texte, dans le sens que la manière dont il décrit l'Inde dans son livre, ça me faisait beaucoup penser à mes propres descriptions de mon texte. Donc c'était très très inspirant pour moi. Alors peut-être que je maîtrise pas aussi bien la langue que lui, mais en tous les cas, je me rapproche de ce qu'il dit. Donc je suis pas à côté totalement de la plaque, quoi. Alors c'est sûr, au niveau de l'intrigue, au niveau des codes de dramaturgie, on n'y est pas vraiment, mais c'est un beau livre quand même, quoi. Mais qui m'a plu sous d'autres aspects. Voilà, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie d'écrire, mais je peux lire ce genre de livre. Donc voilà, moi j'ai pas envie de me formater avec une structure prédéterminée et faire de la littérature de bas étage, quoi. J'ai quand même envie d'avoir une vraie exigence littéraire. Le truc qui m'embête avec l'auto-édition, c'est que c'est sûr que je serais beaucoup moins fière que si je suis en maison d'édition traditionnelle. J'aurais beaucoup plus de mal à dire que je suis écrivain. D'ailleurs, je pense que je le dirais pas. Je parlerais plutôt d'autrice ou de romancière, et encore. Parce que bon, à un moment, se donner la légitimité... En même temps, mon slogan ces dernières années, c'était se donner la légitimité de faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire et pouvoir partager mes textes. Donc, à un moment, pourquoi est-ce que je devrais attendre l'autorisation d'une maison d'édition pour le faire? C'est juste que c'est quelqu'un d'extérieur qui me légitime, qui me dit oui, toi, t'as le droit de publier. Mais après tout, mais pourquoi en fait? Si, je comprends, parce que bon, je pense qu'en tant qu'auteur, on peut pas être à la fois éditeur et auteur, mais si on travaille en partenariat avec un coach éditorial, finalement, le travail qu'on fait au sein d'une maison d'édition, il est fait aussi, et ça peut quand même permettre de peut-être se rémunérer. Et puis, on est totalement maître de ses publications, de ses livres. On garde les droits d'auteur, on choisit la couverture, on est le seul maître à bord. Ça a quand même pas mal d'avantages. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes sphères que les auteurs édités, on sera sans doute moins bien vu par la majeure partie des gens. Et moi c'est ça dont j'ai besoin en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs édités en maison d'édition traditionnelle. J'en ai beaucoup moins pour les auteurs auto-édités, mais c'est surtout qu'en plus je ne lis pas d'auteurs auto-édités. Il y a tellement de livres à lire que j'ai pas envie de prendre le risque de tomber sur des merdes en auto-édition, parce que il y en a. Il y a des auteurs qui prennent ce travail très au sérieux et qui se professionnalisent en tant qu'auteurs en auto-édition. Mais quand même, parmi les auteurs auto-édités, il y a une partie d'auteurs qui écrivent, qui publient de la bouse, puisque c'est accessible à tout le monde. Donc évidemment qu'il y en a qui se gênent pas pour le faire. Donc comme, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les auteurs qui ont des francs succès dans certaines maisons d'édition, j'ai peur de me retrouver un peu confrontée à cette même problématique dans l'auto-édition. Et puis de partir avec des a priori, hein. Moi, je sais que demain, on m'offre des livres auto-édités, je vais pas avoir envie de les lire, en fait. Même les auteurs auto-édités que j'entends en podcast, que je suis sur YouTube, etc., j'ai pas envie de les lire. Alors c'est ça qui est compliqué pour passer à l'auto-édition. Mais en même temps, si je reviens à l'essentiel, j'ai envie d'écrire et j'aimerais pouvoir vivre de ma plume. Donc finalement, c'est ça le plus important. Le fait de pas être trop reconnue, de pas être hyper fière de moi, etc. Si je sais que je fais du bon travail, si aux yeux des gens je suis moins reconnue que si j'étais en maison d'édition, à la limite, peu importe. Ça devrait pas rentrer en ligne de compte. Peut-être que je vais bientôt non, parce qu'il faut déjà que je termine mon contrat, donc c'est minimum 5 mois, mais ça me laisse 5 mois de réflexion. Et peut-être que je vais reprendre mon podcast où je l'avais arrêté. Et puis je vais me lancer à fond dans l'auto-édition. Pourquoi pas profiter de mon chômage justement pour tenter cette expérience. Et après tout, j'ai rien à perdre. Tout en continuant, en attendant, à envoyer mon roman en maison d'édition. Là, je l'ai envoyé en tout, je pense, à une 20aine de maisons d'édition. Là, des derniers envois, j'ai reçu absolument aucune réponse. Des premiers envois que j'avais faits, j'avais reçu que des réponses négatives et certaines pas de réponse du tout. Là, aucune réponse. Et puis, franchement, j'y crois pas trop, en fait. Là, le fait de retravailler mon texte, je revois un peu les défauts. Je viens, par exemple, de changer encore une scène. Je sais que là, quand je vais terminer le scénario, la prochaine étape, ça va être de reprendre l'Inde de Soulage pour l'alléger encore. Je pense que j'explique encore trop de choses. Je vais pas à l'essentiel. Je prends trop le lecteur par la main. Et puis même, j'ai gardé des passages de journaux intimes qui ont plus tellement leur légitimité dans le texte, étant donné que j'ai enlevé tout le début du roman.
Et puis même, là, j'ai une amie qui est en train de le lire et qui me disait la relation intime entre mes deux personnages, elle manque un peu. Comme j'étais pas très contente de ce que j'avais écrit, je me disais que je préférais m'en passer, mais apparemment ça manque. Donc il va aussi falloir que je réfléchisse à cette question. J'avais dit que j'avais terminé l'écriture de l'Inde de Suraj. Après 2 mois, ça repart, j'ai de nouveau envie de m'y mettre. Et en fait, le fait aussi de replonger dans mon texte, je me rappelle à quel point il est important pour moi et à quel point j'ai envie de le voir éclore. J'ai pas envie qu'il reste dans un tiroir. Donc à un moment, s'il y a aucun éditeur qui l'accepte, je me dis je peux peut-être profiter de mon prochain chômage pour me consacrer à 100% à l'écriture en essayant de monter une entreprise autour de ça. Pourquoi pas ? Mon rêve, ça serait d'être David Fuenquinos, par exemple. Ou Eric Emmanuel Schmitt, qui sont en fait des hommes... alors surtout Eric Emmanuel Schmitt, que je découvre là en ce moment en tant qu'écrivain. Alors ça fait longtemps que j'en entends parler, je l'ai écouté plein d'entretiens avec lui, etc., etc. C'est quelqu'un que j'admire profondément. Mais là, plus je découvre ses textes, mais plus je suis fan. Il est aussi dramaturge, metteur en scène, comédien... il fait pas que de l'écriture, donc en fait il a une partie où il se ressource de solitude pour l'écriture, et ensuite il est avec des gens, avec le monde, dans le cadre de la mise en scène de ses pièces de théâtre, dans le cadre de la réalisation de ses films. Moi je rêverais de faire ça. Donc il est temps. D'ailleurs il faut que je liste un petit peu tout ce que je dois faire pour essayer d'atteindre mon objectif. Comme ça, je ferai de ma vie une vie autour des histoires. J'allais dire autour de l'écriture, mais c'est au-delà de ça, c'est autour des histoires. Le mardi 12 juillet 2022. Si j'ai envie de m'enregistrer là ce soir, c'est qu'en fait je viens de recevoir un message d'une personne qui écoute mon podcast et qui vient de m'envoyer un petit message. Et comme ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, que quelqu'un m'écrive et me fasse un très gentil message, en fait, ça m'a trop donné envie de reprendre ce podcast. Pas sûr que je puisse le faire en toute sincérité, puisque de toute façon... j'ai pas le temps. Mais pour faire une petite mise à jour, aujourd'hui je consacre mes séances d'écriture à l'écriture du scénario de l'Inde de Suraj. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, déjà parce que j'ai envie de me remettre au scénario, à l'écriture audiovisuelle. Et en plus de ça, j'ai envie de voir ce que ça peut donner aussi en passant par le biais cinéma, cette histoire. Et ça me permet de travailler sur la structure de mon texte et de me rendre compte un petit peu des superficialités. Mais bon, évidemment, on ne traite pas du tout pareil un scénario et un roman. Un roman, on peut se permettre beaucoup plus de digression, d'entrer un peu plus dans le détail, se permettre même aussi parfois quelques longueurs. Parce qu'on approfondit certains thèmes qui font partie de l'histoire, mais qu'on prend pas forcément le temps d'approfondir dans un film. Parce qu'un film, il faut que ça soit incisif. Et puis on n'a que maximum 2 heures de film. Et encore, bon, même si on peut faire plus, mais c'est quand même rare les films qui durent plus longtemps. Puis c'est pas forcément conseillé. Et ça m'oblige à visualiser toutes mes scènes. Et du coup, je ne travaille pas du tout mon texte de la même façon. Même mes dialogues, je les modifie. Ils sont un petit peu moins littéraires, même si déjà dans mon roman j'avais fait attention à ça. Mais comme on m'avait reproché d'un peu trop utiliser le ça justement, c'est ce qu'on utilise beaucoup en fait quand on discute, mais dans un texte littéraire, même s'il s'agissait de dialogue, j'ai essayé de remplacer le ça par d'autres formules. De cette manière, de cette façon, cela, ce genre de choses quoi. Alors c'est un peu plus littéraire, c'est moins un langage parlé, mais il me semblait que ça correspondait plus à mon texte. À une écriture romanesque. J'ai le temps de consacrer qu'une petite heure par jour à l'écriture, sauf quand je suis en week-end ou que je suis en récup. C'est très frustrant pour moi de ne pas pouvoir trouver plus de temps pour écrire, mais en fait, clairement, j'ai pas tellement le choix. Déjà, pour avoir cette petite séance d'écriture tous les jours, je me lève à 5h30 du matin, et pour pouvoir être pas trop fatiguée, je me couche à 10h le soir. Ce qui est quand même pas forcément évident parce que c'est... moi j'aime bien un peu veiller, mais bon. J'aime bien aussi me lever tôt pour écrire parce que tout est silencieux, tout est calme. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi avec mon texte. J'aime assez cette ambiance très matinale. Même en me levant à 5h30, j'ai généralement pas le temps d'écrire plus d'1 heure. Donc c'était assez frustrant. Mais comme je le dis toujours, c'est compliqué de trouver un équilibre entre l'écriture et le quotidien. J'ai envie de faire tout et évidemment, je suis un peu bloquée par le temps. Et donc ça crée chez moi une certaine frustration sur l'écriture en particulier.
Même si je me rassure en me disant, de toute façon, au moins j'écris tous les jours. Et donc quelque part, c'est comme si tous les jours je faisais un petit pas vers mon rêve. Donc c'est toujours ça de prix. C'est pas l'idéal, mais je fais avec la vie en fait. En fait, pourquoi j'ai envie de revenir à l'écriture audiovisuelle ? C'est parce que j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma et mine de rien, je pense que ce serait le bon compromis pour être bien dans ma vie parce que j'ai tout autant besoin de solitude. L'écriture est un exercice solitaire, donc ça c'est un besoin qui est accompli quand j'écris, mais j'ai également besoin d'être entourée, de faire un travail d'équipe et un travail d'équipe qui soit créatif. Et donc pouvoir créer des films en commun, ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Alors c'est peut-être un peu présomptueux de ma part d'imaginer que c'est si facile que ça, hein. Étant donné que j'ai travaillé dans le cinéma, je sais très bien de quoi je parle, je sais très bien que c'est pas du tout simple, mais j'ai vu qu'il y avait plein de concours de scénarios. Rien ne m'empêche d'envoyer aussi mon scénario au producteur-réalisateur que je connais, peut-être que lui pourra me mettre en lien avec d'autres personnes, peut-être qu'il pourrait accepter de me produire aussi, puisque c'est pas du tout un film à gros budget pour le coup. Et puis si on fait ça avec une coproduction indienne, c'est tout à fait faisable. Ça me semble pas si fou de tenter le coup, en tous les cas. Bon, si ça se trouve, j'écris ce scénario pour rien, hein, ça va me permettre juste d'améliorer mon roman. Mais je le fais, ça me semble important, j'ai envie de le faire, donc j'y vais. Du coup, j'ai mis l'essai comique de côté, mais c'est pour mieux le reprendre ensuite. J'avais demandé à une de mes anciennes bêta-lectrices si elle était d'accord pour le lire. Elle m'avait répondu qu'elle était tout à fait partante, mais plutôt à partir de début juillet. Je lui avais envoyé le premier chapitre en attendant pour tâter un peu le terrain, qu'elle me dise si oui ou non elle avait envie de poursuivre la lecture. Et puis depuis, plus de nouvelles. Alors je sais pas si c'est parce que c'est tombé dans ses spams, comme c'était le cas apparemment pour mon premier mail, ou si ça lui a pas plu du tout et qu'elle veut pas me le dire. Je sais pas ce qui se passe, en tous les cas, j'ai plus de ses nouvelles. Je l'ai déjà fait lire à mon ami journaliste, qui m'a déjà fait ce retour. J'ai déjà travaillé par rapport à ses retours. Et là, je ne sais plus comment améliorer mon texte toute seule, et je me dis, mais peut-être que il est, entre guillemets... peut-être qu'il est suffisant. Enfin, moi, il me paraît pas mal comme ça. Alors, c'est peut-être pas du grand art, mais je pense qu'il dit des choses très importantes. Et peut-être qu'il faudrait pas que je le remanie trop, comme j'ai fait avec l'Inde de Suraj. Parce que là, c'est un premier jet qui m'est sorti des tripes quelque part, donc peut-être que c'est bien aussi qu'il garde une certaine fraîcheur pour l'envoyer en maison d'édition, voir ce que ça donne, en fait. Bon, je sais pas. En tous les cas, c'est en pause, et du coup, quand je le reprendrai, j'aurai un peu un regard neuf sur mon texte. C'est ce que j'attends de cette pause. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent, et vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, des conseils à partager, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Un grand merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.